Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast. Alors, pour un podcast sur l'œil du temps. Alors oui, c'était pas arrivé depuis fin octobre, depuis Halloween. Ouais. Alors pourquoi j'ai fait une petite pause quand même sur format de podcast. Alors pour plusieurs choses, déjà parce que je voulais un peu faire respirer le concept. Voilà, laisser encore un peu de temps, j'en avais fait beaucoup. Pour laisser place à un peu plus de nouveautés, plus sur les films qui font l'actualité, etc. Nouveaux concepts aussi que j'ai pu faire, par exemple l'œil fantôme ou d'autres choses de ce genre. Et du coup, voilà, je voulais un peu laisser respirer pendant tout le mois de novembre et aussi une bonne partie du mois de décembre pour enfin revenir sur nos fondamentaux, parce que je pense que c'est vraiment l'émission qui me tient le plus à cœur. Parler d'anciens films, parler de films un peu moins connus, pas des films qui vont taper énormément de vues, parce que je suis pas là pour ça, c'est plus pour vous faire soit redécouvrir ou découvrir des films, c'est ça mon intérêt, et aussi d'en parler, on va dire, de la meilleure manière. Donc, qui dit mois de décembre, et en plus on se rapproche quand même assez proche des fêtes, dit mois de Noël, dit mois des fêtes de fin d'année. Et du coup, alors bon, vous vous doutez bien avec le titre, si vous connaissez un peu le film, on va parler d'un film qui se passe, on va dire à la période, on va dire fête de fin d'année. Mais bon, on est loin d'un film joyeux. On va même parler d'un film assez macabre. En tout cas, le postulat de base est macabre, mais tout le film est d'une noirceur assez folle. Donc oui, qui se passe pourtant durant les fêtes, la Saint-Sylvestre. C'est aussi là toute la subtilité et la force en fait du film, j'ai envie de vous dire, du film que nous avons parlé pour cet 11e épisode de l'œil du temps. Aujourd'hui, on parle d'un monument, on va dire ça comme ça, d'un film extrêmement culte, culte pour ceux qui connaissent quand même assez bien ce type de film. Alors, culte, on va dire, pas dans l'inconscient collectif, mais pour une bonne partie des cinéphiles, c'est quand même un film classique à avoir absolument. On parle pas tant que ça de ce film, j'ai envie de vous dire, mais c'est plus un film presque de patrimoine quand tu vois le casting ou le nom des réalisateurs et des scénaristes. Donc c'est un pur thriller sous huis clos, inoubliable pour moi, extrêmement bien écrit, extrêmement drôle par certains moments, extrêmement tragique aussi. C'est vraiment puissant dans toute son intégralité. Alors pourquoi on oublie ce film? Peut-être parce que le film n'est pas porté au nu, peut-être parce que le réalisateur n'est pas extrêmement reconnu aussi. Il reste les acteurs, bien évidemment, c'est pour ça que le film a gardé cette empreinte tellement unique. Pourtant, c'est un des films les plus connus de sa filmographie, peut-être même le plus simple d'accès. Aujourd'hui, nous parlons d'un film culte, avec des acteurs extrêmement cultes, 2 pointures, voire 3 pointures, Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider. On peut même rajouter Guy Marchand, mais c'est vrai que il y a ces 3 grosses pointures. Pour un film français immanquable. Aujourd'hui, nous parlons d'un film français qui date un peu, il a plus de 40 ans, mais un film immanquable. Aujourd'hui, nous parlons du film Garde à vue, réalisé par Claude Miller. Asseyez-vous, maître. Alors, Garde à vue, donc célèbre film culte du cinéma français qui est sorti le 23 septembre 1981, qui a été produit par une petite société de production, même si on a des gros acteurs, on garde quand même sur un budget plutôt raisonnable, c'est les films Ariane. Alors le film est bien évidemment réalisé par Claude Miller, qui n'est pas un réalisateur français si connu que ça, je pense qu'à une époque il a dû être quand même assez populaire, mais c'est vrai, comme j'ai envie de vous dire, tout le monde l'a un peu oublié alors qu'il a fait quand même des sacrés bons films. Comme j'ai pu le dire, c'est un pur film, on va dire policier en huis clos. En plus le film est assez court quand même, il dure 1h24. Au scénario, nous retrouvons Claude Miller avec qui il collabore avec Jean Herman, et à eux deux ils vont aussi travailler avec Michel Audiard, qui va aussi avoir sa grosse importance dans ses dialogues et dans son scénario. Donc 3 personnes sur le scénario, et le film, et ça je ne le savais pas, il est adapté du livre américain Brainwash, ou À table, ça c'est sa traduction française, de John Wainwright, qui date de 1979. Alors au casting, notre film du jour, comme j'ai pu le dire, on n'est que sur des pointures, les plus grands acteurs du cinéma français, des acteurs immenses, qui nous ont d'ailleurs tous quittés. Après le film a quand même plus de 44 ans, donc oui, c'est un peu logique en effet, mais ça fait quand même assez loin dans le temps, et c'est vrai que on n'est que sur des pointures. On a Lino Ventura dans le rôle de l'inspecteur Gallian, on a Michel
Michel Serrault dans le rôle de Jérôme Martineau, le suspect principal. Nous avons Guy Marchand dans le rôle de l'adjoint de l'inspecteur Belmont. Et enfin, nous avons Romy Schneider dans le rôle de la femme de Michel Serrault, Chantal Martineau. Voilà en ce qui concerne, on va dire, le casting principal. Alors, pour le pitch, je vais essayer de faire quand même assez simple. Bon, c'est quand même assez simple pour comprendre. Alors, nous sommes à la nuit du 31, de plus en plus, on va dire, complexe qu'elle n'y paraît, notamment en fait par la présence de la femme de Martineau, qui est interprétée par Romy Schneider, qui va apporter aussi des nouveaux événements à l'affaire et, on va dire, une dimension un peu plus tragique. Voilà en ce qui concerne le pitch de Garde à vue. Alors ce film Garde à vue, sacré film français culte pour bon nombre, c'est même plus qu'un film culte, je pense que pour beaucoup de personnes ça fait peut-être partie des, on va dire même du top 20 des plus grands films français qui n'ont jamais été réalisés, et j'ai envie de vous dire que je suis plutôt d'accord de cet avis. On est véritablement sur un film, on va dire, quasi parfait, autant dans son scénario que son véritable travail du huis clos. On va revenir sur tout ça après. Car pour le bien de la vidéo, j'ai revu le film que j'avais vu qu'une seule fois et je crois que j'avais dû le découvrir, je sais pas, je crois qu'à peu près à 16 ans, c'était mon premier visionnage. Et j'avoue que j'avais déjà été assez subjugué par le film, premièrement, enfin voilà, première claque quand même. Et en fait, le redécouvrir, c'est à la fois étonnant et en fait, il y a des nouveaux aspects que tu n'avais pas vus comme d'habitude sur beaucoup de redécouvertes. Et ça fait ça aussi à la fois quand tu évolues au niveau de ton âge et aussi par les bons films. J'ai envie de vous dire, quand on voit plusieurs choses au fur et à mesure des redécouvertes. Car en fait, découvrir ce film à 16 ans, alors on pourrait juste s'attendre à on va dire un polar classique, sauf qu'il est sous un point de vue de huis clos, c'est-à-dire qu'on reste sur le même cadre, sur la même place, avec les mêmes personnages. On ne va jamais véritablement dans un nouvel environnement. Mais voilà, je me suis retrouvé plus sur un film assez étrange et assez malsain, j'ai envie de vous dire. À la fois dans son fond, bien évidemment, et dans sa forme presque dérangeante qui va osciller constamment entre le très sombre et parfois le, on va dire, plus délicat, plus drôle. Je vais pas dire que c'est humoristique, mais il y a vraiment des moments assez bons, notamment sur les dialogues qui sont excellents, à la fois malins et drôles, et j'en reparlerai après. Mais c'est vrai que dès le départ, le film surprend par son ton assez hybride, j'ai envie de vous dire, parce qu'on a des dialogues parfois assez ironiques, j'ai envie de vous dire, qui sont amusants, grâce au talent d'écriture, on en reparlera après, de Michel Audiard, qui encore une fois fait des miracles, j'ai envie de vous dire, sauf que là il va encore plus loin dans à la fois le macabre et à la fois le drôle. On n'est plus véritablement sur les tontons flingueurs là, et on a une atmosphère qui est de plus en plus étouffante, à mesure que les dialogues vont s'intensifier à la fois entre le personnage de Lino Ventura, l'inspecteur, et celui de Michel Serrault, le suspect. Et en fait, à cet âge, quand tu le découvres, ce qui marque surtout, c'est, on va dire, les deux retournements de situation, ou alors le retournement de situation et la fin, qui est d'une froideur abyssale, presque glaciale, qui te laisse avec un malaise assez durable, j'ai envie de vous dire. Il n'y aura aucun spoiler, voilà, je vous le dis tout de suite. Et c'est vrai que, voilà, après le revisionnage, j'avais quand même oublié beaucoup de choses qui se passaient dans le film, enfin beaucoup. Non, le film m'a quand même gardé en mémoire, mais c'est vrai qu'il y avait des événements, j'avais oublié comment, en fait, il se passait. Et c'est vrai que la fin, c'est quand même la seule chose dont je me souviens véritablement, mais parfaitement, comment les événements vont se conclure, etc. C'est assez fou. En le redécouvrant récemment, j'ai plus vu seulement en fait un polar psychologique, mais un film beaucoup plus introspectif et nihiliste, et c'est d'ailleurs à travers cet angle-là que je vais analyser le film, parce que oui, ce côté nihiliste, on le voit à travers le personnage de Michel Serrault, qui est en fait le cœur du film. Je pensais pas au début, je pensais que c'était véritablement, quand je l'avais vu la première fois, c'était presque Romy Schneider, on va dire le cœur, on va dire émotionnel, mais c'est vrai que ça a assez changé quand même au fur et à mesure où tu le redécouvres. Et c'est vrai que c'est vraiment Michel Serrault qui est vraiment en fait le cœur pour comprendre toutes les intentions du réalisateur. Comme si en fait derrière, on va dire, le simple récit policier se cachait une réflexion bien plus profonde, on va dire, sur la vérité, la culpabilité et les démons que chacun porte en soi, et on le voit à travers le personnage de Michel Serrault. Pourtant là aussi le personnage est à la fois assez détestable et assez attachant. C'est aussi la force d'un personnage qui est assez bien écrit et qui n'est pas manichéen, encore une fois. J'en reparlerai aussi après des personnages, ne vous inquiétez pas. Je vais développer en fait ma vidéo, on va dire, à la fois en traitant du film dans sa globalité, c'est-à-dire en parlant de sa mise en scène, en parlant de comment Claude Miller va justement utiliser sa caméra pour toujours garder un rythme assez soutenu alors que c'est un huis clos, c'est-à-dire qu'on reste constamment dans ce putain de commissariat, mais encore une fois, il y a un talent de réalisation assez inné qui fait que le film a marqué et qu'on ne s'ennuie absolument jamais. Le fait est aussi parce que le film est assez court quand même, il dure moins d'1h30, il dure 1h20 ou 1h25, un truc comme ça, tout en parlant aussi des dialogues. Bien évidemment, il faut en parler, du dialogue, des scénarios, mais j'aimerais aussi, dans une autre partie,
parler de la thématique, parler des thématiques du film à travers la vision, on va dire, de chaque protagoniste, qui vont constituer en fait le jeu dramatique du film, que ce soit celui de Michel Serrault, Lino Ventura, de Guy Marchand, ou encore de Romy Schneider. Et je parlerai aussi un peu de Guy Marchand parce que, même s'il participe que à la première partie, on va dire, du film, il est marquant et il doit sûrement avoir les passages, j'ai envie de vous dire, les plus drôles en fait du film, étonnamment. Donc on va revenir sur tout ça, et déjà on va parler de la mise en scène et comment on a pu, et comment le réalisateur va en fait mettre en scène ce huis clos. Car Garde à vue, c'est presque entièrement un film en huis clos, quoi. L'essentiel de l'action se déroule dans un commissariat, alors plus précisément dans une salle de garde à vue, on va dire ça comme ça, un lieu assez banal, voire fermé, assez étouffant, j'ai envie de vous dire, et pourtant, jamais le film ne donne l'impression de tourner en rond. Déjà par sa longueur, comme je vous ai pu le dire, le film dure 1h20 et quelques, ce qui est extrêmement fluide, et encore une fois, c'est extrêmement raccourci, du coup t'as pas du tout le temps de t'ennuyer. Le réalisateur Claude Miller transforme cet espace réduit en un véritable champ de bataille psychologique et aussi, on va dire, verbal entre les deux protagonistes, entre Gallien et Martineau. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, le décor ne change presque pas, disons qu'on va avoir quelques endroits où ça va un petit peu changer, mais encore une fois on reste sur un espace-temps et sur un espace-temps assez réduit, c'est-à-dire dans cet espace-temps de commissariat et de garde à vue. Claude Miller comprend une chose essentielle: pour qu'un huis clos fonctionne, il faut du mouvement, pas dans l'espace mais dans les esprits. Comme les huis clos qu'on considère tous comme des huis clos cultes, qu'ils soient drôles ou qu'ils soient des comédies. On pense à 12 hommes en colère de Sidney Lumet, on peut penser chez nous au Dîner de cons, bien évidemment, de notre très cher Francis Weber, ou encore, pour un cas un peu plus récent, avec Fun Game, de notre regretté, on va dire ça comme ça, Michael Schumacher. Ce qui est vraiment intéressant avec cette caméra, c'est qu'à chaque fois, elle change d'angle, à chaque fois, elle tourne, elle avance, elle recule, elle fait zoomer, enfin voilà, c'est vraiment intéressant pour nous faire rentrer pleinement dans la tête de nos protagonistes. C'est ce que j'appelle véritablement pour moi la narration visuelle, c'est-à-dire tout utilisé non pas par les dialogues, mais par la caméra. Utiliser en fait la caméra pour nous faire sortir du huis clos. Et en fait, les images, comme je pouvais vous le dire, les images, on va dire subliminales, on peut dire ça comme ça, elles sont presque, on va dire, mentales. En fait, les visions qui sont évoquées apparaissent tellement brièvement, elles sont jamais trop longues ou jamais insistantes, juste assez pour suggérer, pour laisser le spectateur imaginer sans jamais tomber en fait dans le démonstratif, ce qui aurait été vraiment chiant. Et si, oui, en effet, la caméra fait tout, il y a une autre force du film, c'est bien évidemment son scénario et l'écriture des dialogues et du scénario. On va un peu parler des dialogues, car là, on parle quand même d'un maître en la matière du dialogue, cru et drôle, ceux de Michel Audiard, que je trouve assez savoureux et assez moderne dans ce film par rapport à d'autres films plus anciens, comme, je sais pas moi, Les Tontons Flingueurs, qui est quand même assez connu. Là, on est sur quelque chose de peut-être plus moderne et de plus, on va dire, grinçant. On va dire ça comme ça. Les dialogues sont l'un des grands points forts du film, ils sont à la fois drôles, intelligents et assez ironiques, et parfois profondément inquiétants, j'ai envie de vous dire. Il y a cette espèce d'humour sec, presque banal, qui surgit dans les moments les plus tendus. Je reprends à cette scène quand Lino Ventura dit à Michel Serrault: Non merci, j'ai mon poison personnel. Quand en fait Michel Serrault veut passer le paquet de clopes à Lino Ventura et qu'il le répond de cette manière, je trouve ça très drôle. C'est à la fois drôle et assez grinçant en effet. Surtout à l'époque dans les années 70 où on pensait pas véritablement que la clope pouvait être un poison comme maintenant. Les dialogues servent autant le rythme que la psychologie. Chaque mot choisi, chaque phrase est un pas de plus vers la vérité ou vers l'effondrement. Encore une fois, rien à enlever ou à jeter de ce côté-là, c'est ça les dialogues à la Audiard. J'ai l'impression que ma femme pensait que c'est le genre d'homme qu'elle aurait dû épouser. Un artiste plutôt qu'un notable. C'est ça, quelqu'un dont on parle. On va peut-être bientôt parler beaucoup de vous, maître Martineau. Et maintenant, je vais tenter d'analyser le film à travers le point de vue en fait de plusieurs personnages, ou en tout cas des personnages les plus importants du film, car c'est selon moi en fait l'âme du film, c'est vraiment en fait les personnages et comment les acteurs les interprètent. L'inspecteur Gallien en tête, interprété par un excellent Lino Ventura, qui est un personnage quand même assez fascinant. Alors déjà, on est loin d'un policier ultra violent ou autoritaire dans le sens classique du terme, on est sur un homme plutôt calme, assez posé, presque fatigué, il parle peu, ou alors s'il parle peu, il bouge peu, avec sa voix extrêmement grave d'un mec qui a quand même passé, on va dire, la cinquantaine, mais il impose une autorité assez écrasante sans être extrêmement inquiétant. Ce qui est déjà assez étonnant quand tu connais un peu Ventura, à la fois le personnage et aussi tous les rôles qu'il a pu faire. Parce que quand tu penses à Lino Ventura, tu penses à... tu raisonnes avec l'action, avec la bagarre, avec les muscles. Et là, tu vois que l'acteur déjà a vieilli, donc ses rôles ont dû prendre en maturité. Et il tient, je pense ici, sûrement l'un des rôles les plus mémorables de sa carrière, qui en fait change complètement de tout ce qu'il a pu faire avant. Au personnage, Antoine Gallien,
donc inspecteur de la police, ne force même jamais les traits. En fait, tu vois que le personnage, il observe, il écoute, il est attentif, il utilise, oui, le silence comme une arme, parce que l'intelligence du personnage est assez psychologique et pas du tout spectaculaire, on n'est pas du tout sûr. Derrière le mensonge apparaît quelque chose de, on va dire, plus sombre que la simple culpabilité. On est sur un véritable personnage, en fait, j'ai envie de vous dire complexe, qui paraît à la fois méprisant et un peu détestable quand même quand on voit au début de l'intrigue, mais par certains moments assez humain parce qu'on s'attache énormément au personnage, parce qu'il n'est pas tout noir ou tout blond, et c'est peut-être même le personnage le mieux écrit de ce film, naturellement. Et encore une fois, la prestation de Michel Serrault, elle est exceptionnelle, c'est un des plus grands acteurs français, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire, il était parfait pour ce genre de rôle, il peut à la fois jouer le drôle et le complexe, et encore une fois, il le confirmait avec ce film. L'étonnement n'a pas duré longtemps. Il y a eu le dégoût, la répugnance. Ça s'est gangréné tout doucement. Bref, quand je suis rentré boulevard de Lattre, je me suis retrouvé au fond du couloir avec ma brosse à dents. Et enfin, pour finir, on a encore deux visions à voir. On a la position et la vision féminine, la plus sombre, ce qui résonne en fait assez bien avec la comédienne qui l'interprète, Romy Schneider. Alors c'est vrai que je vais pas être galant parce que j'aurais peut-être dû commencer par elle, mais c'est vrai que déjà elle intervient quand même beaucoup plus tard dans l'intrigue. Et justement, quand elle arrive, on n'est pas là pour élucider l'enquête, mais plus en fait pour éclairer le point de vue de Michel Serrault. Romy Schneider incarne la vérité elle-même, une vérité qui est enfouie, qui peut être parfois refoulée, presque fantomatique, et justement c'est à l'image de cette présence un peu fantomatique qu'a le personnage de Romy Schneider, dont il n'y aura jamais aucune conversation ou aucun... Noble Martino, dès qu'il cesse d'être maître Martino. Ignoble. En garde à vue, la vérité n'est pas en fait, j'ai envie de vous dire, libératrice, c'est-à-dire qu'elle est douloureuse, elle est destructrice, oui, elle est inévitable, mais elle agit en fait comme un démon intérieur, que l'on peut fuir un temps, mais c'est jamais définitif. Et bien évidemment, ce qui rend Garde à vue si fort, c'est quand même ce mélange de tons. Le film est drôle, oui, parfois presque assez léger, puis soudain profondément angoissant. En fait, le film joue constamment entre plusieurs genres, qui fonctionne extrêmement bien. Il est nihiliste, sans véritable rédemption de chaque personnage, sans morale, on va dire, rassurante. En fait, la fin est extrêmement glaciale, encore une fois, et définitive. Alors c'est vrai que c'est clairement pas le film le plus joyeux à regarder pendant les fêtes de fin d'année, je vous l'avoue, mais c'est sans doute l'un des plus admirables dans son genre en tout cas. Et j'allais oublier aussi de parler du personnage de Guy Marchand en fait, l'inspecteur Belmont qui en fait intervient, j'ai envie de vous dire, dans une première partie, mais il a quand même son importance et il permet en fait d'apporter presque, je vais pas dire une douceur, mais une certaine, on va dire un certain humour qui est quand même qui peut être déplacé mais qui est quand même assez sympa. Le personnage interprété par Guy Marchand joue un rôle discret mais j'ai envie de vous dire essentiel dans Garde à vue. Il apporte un contrepoids plus mobile et plus direct face au calme implacable de l'inspecteur Gallian. Bondé par un froid pareil, il faut le faire. Cette remarque me paraît frapper au coin du bon sens. Vraiment, ça, c'est épatant, vraiment. Non, vous ne trouvez pas, monsieur l'inspecteur, c'est amusant. Elle est même aversée au dossier de la défense. Dites-moi, le jour de la reconstitution, ça... On tirera l'affaire au clair. Au clair. Non mais, c'est drôle. Là où Gallian observe et attend, lui, il agit, il questionne, il relance. Encore une fois, on est vraiment sur une question de vieux flic un peu désabusé et jeune recrue qui est un peu téméraire et tête brûlée. Son personnage introduit une espèce de forme d'humanité et parfois une légère ironie, sans jamais casser l'intention. En fait, il sert aussi de relais pour le spectateur, qui permettent en fait de mieux comprendre les mécanismes de l'enquête et de l'interrogatoire. En fait, sans être central, il participe pleinement au rythme du film et à l'équilibre du huis clos. Sans oublier qu'il apporte une touche d'humour assez bien nue, notamment lors de la confrontation avec Michel Serrault, à ce qu'ils ont enfoui trop longtemps, à l'image justement des dernières scènes du film. Et en son sens, en fait, Garde à vue, c'est pas qu'un simple polar, j'ai envie de vous dire. On est sur un pur film sur les démons intérieurs, sur ce que chacun cache et sur ce qui arrive lorsque ces démons, en fait, sont forcés de remonter à la surface, comme ce qui va dire le personnage de Michel Serrault. Il y a quand même une question que je voudrais vous poser. Une seule. Si ça avait été indispensable, tout à fait indispensable, est-ce que vous auriez fait citer Camille à la barre ? Quelle Camille? Garde à vue est un film français à avoir au moins vu une fois dans sa vie. C'est un film ultra bien mené, ultra bien écrit, porté par un trio, voire un quatuor, exceptionnel, un polar en huis clos qui ne devient presque jamais ennuyeux, jamais figé, toujours tendu, toujours intelligent. C'est un classique qui est pour moi
parfois trop oublié, mais essentiel. C'est un film à découvrir absolument pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu, quel que soit leur âge, et peut-être même pour les générations plus jeunes, peut-être les générations de mon âge, qui y trouveront un cinéma adulte, exigeant, sombre et profondément marquant. Et un film français comme ça, on n'en fait plus du tout, avec des scénaristes pareils, ça n'existe plus aussi, des acteurs comme ça, essayez d'encore en trouver. Encore une fois, essayez d'en trouver maintenant, on en a des très bons, mais c'est vrai que des pointures comme celle-ci, il y en a plus beaucoup. Voilà ce que j'avais à dire sur Garde à vue réalisé par Claude Miller. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue tout de même, parce que je pense que le film ne mérite pas non plus que je fasse une vidéo de 1 heure, c'est déjà pas mal de faire une vidéo de 30 minutes à peu près. Voilà pour ce podcast sur l'œil du temps. Avez-vous vu Garde à vue réalisé par Claude Miller ? Si oui, on peut en discuter encore une fois. Si vous aimez la vidéo, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les petites discussions, les débats, si vraiment vous êtes intéressé, si vous voulez débattre avec le film et sur comment en fait on peut voir ce film ou la vision qu'on peut en avoir. Les petits abonnements sur YouTube, Spotify, Amazon comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Donc encore une fois, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, et surtout bonne fête de fin d'année, oui, j'avais oublié de préciser. Donc encore une fois, merci pour votre écoute, et moi je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.